Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur la vacance locative. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à nos rendez-vous webinaires. Je m'appelle Nicolas Terrier, je suis responsable des transactions immobilières chez Foxstone et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Bonsoir à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis Alessandro Delbouba, je fais partie de l'équipe Relations Investisseurs auprès de chez Foxstone. Alors voici un petit peu le programme de la soirée, un programme donc axé sur la vacance locative. On a vu que c'était un thème assez flou pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire spécifique à la vacance locative. Et on espère que, bien entendu, ça permettra de rendre le concept un peu plus clair pour vous à l'issue de cette présentation. Alors, tout d'abord, je vais expliquer la définition du taux de vacances, bien entendu, la contextualiser et expliquer surtout un petit peu l'approche de Foxstone pour mitiger ce risque de vacances. Ensuite, Alessandro continuera sur le concept du crowdfunding et ses alternatives sous l'angle de la vacance locative. Et il finira avec tout ce qui est la diversification, comment diversifier pour mitiger ce risque. Alors voilà, tout d'abord, qu'est-ce que la vacance locative? En fait, la vacance locative, c'est la période où en fait on a un locataire qui sort de l'appartement jusqu'au moment où un autre locataire, le locataire suivant, rentre dans l'appartement. Et cette période-là, en fait, le temps qu'il y ait un échange, une rotation de locataires, eh bien l'appartement va se retrouver vide. Ici, la personne est sortie au 31 mars et le prochain locataire est rentré le 1er juillet, ce qui fait qu'il y a eu 3 mois de vacances locatives. Alors, il faut bien comprendre que cette période, elle ne peut pas être prédéfinie en amont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va retrouver un locataire. Par contre, il se peut que cette période soit à zéro, qu'il n'y ait pas de vacances locatives, puisque si le locataire rentre le lendemain que le locataire précédent a quitté l'appartement, eh bien, il n'y aura pas de vacances. Le but du propriétaire, bien entendu, c'est de rentabiliser, en tout cas en partie et au maximum, son investissement immobilier. Du coup, il va tout faire pour limiter cette période de vacances locatives. Une vacance locative, pour lui, bien entendu, vous l'avez compris, ça représente un manque à gagner, mais en plus aussi, puisque aucun loyer n'est perçu, il lui faudra aussi assumer les charges. Alors, si on prend un petit peu de recul au niveau de la région, on parle de taux de vacances. Le taux de vacances, donc, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de logements vacants qu'il y a sur le stock local global de logements dans la région. En fait, ce taux, plus il est grand, plus, bien entendu, il y a un grand nombre de logements vacants en regard du stock. Et cas échéant, il faudra comprendre pourquoi. Attention toutefois à bien regarder le bon taux de vacances. Il y a plusieurs types de marchés, plusieurs types de segments, et donc plusieurs taux de vacances qui évoluent et qui sont influencés différemment les uns des autres. Sur le marché des villas ou encore des appartements en PPA, on va retrouver des acteurs qui peuvent y vivre, alors que sur le marché locatif, les immeubles de rendement, il n'y a pas de propriétaires. En l'occurrence, on peut retrouver des acteurs comme les institutionnels qui, eux, comme vous le savez, sont assez gourmands à investir dans cette classe d'actifs, faute de rendement alternatif. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs types de segments différents. Il y a aussi le segment commercial qui, comme on le sait, avec l'actualité, on retrouve pas mal de surfaces qui sont vacantes. Donc, non seulement l'actualité, mais aussi les changements de consommation de tout un chacun. Et donc, on peut imaginer aussi que le taux de vacances sera encore différent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a différentes dynamiques de taux de vacances et qu'il faut bien regarder le bon. Voilà pour la définition et je vous propose de regarder un petit peu le contexte et plus précisément sur les 30 dernières années. Ici, vous avez en bleu l'indice des prix des loyers. Ça signifie, en fait, ça représente le niveau des loyers en Suisse. Donc, c'est l'axe de gauche, avec comme base 100 en 1982. Et puis, en orange, vous avez le taux de vacances et son évolution qui a oscillé entre 0,5 et 2% au travers de la période. Au fil des crises, comme la crise immobilière des années 90, la bulle Internet ou la crise des subprimes, il faut souligner que même durant ces périodes de récession, les loyers, ils ont continué à augmenter en Suisse. Et ça, peu importe l'évolution du taux de vacances.
Le point qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de causalité directe entre ces deux-là. Il y a des facteurs externes, exogènes, donc, qui influencent différemment les deux. Dans un marché, il y a quand même besoin d'un taux de vacances minimum. En effet, il va falloir qu'il puisse y avoir des appartements vacants pour permettre de faire des travaux et d'assurer les déménagements, etc. Il faut voir ça un petit peu comme un fonds de roulement pour une société. La théorie parle d'un minimum de 1% du stock. Ça veut dire que pour qu'un marché soit efficient et fonctionne, il faut que 1% du stock soit vacant. En moyenne en Suisse, où est-ce qu'on se situe? Eh bien, on est à 1,8%. Donc, ça reste bas. On voit que c'est assez bas. Et si on compare ça de manière internationale, on voit qu'en Angleterre, on a 4,6%, au Danemark, 5,2%, en France, 8,1%, et même en Italie, 18,6%. Je n'ai pas mis l'Allemagne qui est similaire aussi à la Suisse, est autour des 5%. Alors, les loyers existants des biens résidentiels suisses affichent une constance élevée, ce qui explique un peu cela. On a observé des augmentations, comme je l'ai montré tout à l'heure, quasi chaque année depuis les 40 dernières années. Et en fait, ce taux bas, il se doit à une demande forte, bien entendu, mais aussi une offre contraignante, avec un territoire qui est limité entre les montagnes, les lacs et les pays limitrophes, mais en plus des lois très restrictives, ce qui fait que cette stabilité politique, mais aussi la force de son économie, va contribuer à cette dynamique. Ça, c'est pour l'international. Si on plonge au sein de la Suisse, on remarque qu'il y a des disparités cantonales propres à la Suisse, comme toujours. Donc, si on regarde Genève, on n'aura pas le même taux de vacances que dans le canton de Vaud ou dans le canton de Fribourg. Et en fait, en Suisse, par rapport à ça, l'État a défini un seuil de pénurie qui est de 1,5%. Ça veut dire qu'en dessous de ce seuil, il y a certaines lois qui vont s'appliquer, des lois relativement contraignantes, qui vont s'appliquer pour protéger le locataire, car on sera en situation de pénurie de logement. Il n'y aura pas assez, entre guillemets, de logements pour les locataires. Et finalement, au sein des villes, si on regarde au sein des villes, puisque même dans chaque canton, il y a encore des particularités de vacances locatives au sein même des cantons, on remarque ici, Genève est à 0,6%, on a Braux à 0,9%, Montreux à 1,6%, etc., jusqu'à Port-Entruy, qui est à 5,5%. Alors attention à mettre en lien avec la taille de la ville, puisque bien entendu, le taux de vacances d'une petite ville, s'il y a 200 logements et qu'il y a une nouvelle construction de 20 logements, ça va faire exploser le taux de vacances le temps que ça soit reloué et absorbé. Alors bien entendu, mon point ici, pour arriver au bout de la définition et de la contextualisation, c'est que le taux de vacances est à prendre avec des pincettes et à contextualiser. Passons maintenant du côté des facteurs qui influencent la vacance. En fait, quand un appartement est vacant, qu'il a de la difficulté à se louer, c'est simplement qu'il manque d'attractivité. Ça peut être dû à sa localisation, au prix des loyers ou encore à la vétusté de l'appartement. Et ces 3 points, ils sont extrêmement liés. Par exemple, dans une grande ville, normalement les grandes villes ont tendance à être plus attractives, bien qu'en ce moment, on remarque une tendance un petit peu à aller sur les régions excentrées, puisqu'elles sont privilégiées par les locataires à cause de l'avènement du télétravail. J'imagine que certains d'entre vous sont en télétravail en ce moment. Et au niveau de l'attractivité, un appartement vétuste, il a tendance normalement à être moins attractif, sauf si son prix est bas. Donc on voit, c'est vraiment, ces 3 points sont à mettre en relation et à appréhender à chaque relocation pour essayer d'optimiser la vacance. Du coup, comment Folkestone approche cette vacance? Comment Folkestone appréhende la vacance locative? En fait, on va faire une prévision perte sur loyer qui sera une prévision en pourcentage de l'état locatif. Il faut voir ça un peu comme une anticipation d'une potentielle vacance locative dans l'immeuble. Et on inclut ça en fait dans le plan financier pour ajouter une sorte de coussin de sécurité. Alors, il faut bien distinguer la prévision de la provision, parce que la prévision, si tous les appartements restent loués pendant l'année, il n'y a pas de prélèvement
sur la distribution. Donc, la distribution peut être plus élevée que annoncée. Alors qu'avec la provision, elle, eh bien, le prélèvement aurait été fait dans tous les cas. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment on calcule cette prévision, justement. Et je vous rassure sur une chose, c'est qu'elle n'est pas simplement sortie d'un chapeau et subjective. On a une approche extrêmement poussée qui dépend d'une multitude de paramètres et donc une analyse approfondie que je vais vous expliquer. Premièrement, on va passer sur les données du marché. On travaille avec Wüest Partner. Wüest Partner est une des sociétés les plus importantes en Suisse qui s'occupe notamment de regrouper un tas de données pour en faire des statistiques. Et énormément d'institutionnels et de banques travaillent également avec Wüest Partner. Du coup, on va digérer énormément d'infos pour faire un petit peu le tour. On va regarder la qualité de l'emplacement dans lequel se trouve l'immeuble. Donc, est-ce qu'il y a un taux d'emploi fort? Quels sont le nombre d'employeurs, le type d'employeur, le potentiel de passage? On va regarder l'accessibilité également. Quels sont les transports en commun? Quelles sont les infrastructures en place? Les points d'intérêt? On va passer par la perspective de l'emplacement. Quelles sont les futures constructions? Quel est l'avenir du quartier? Bien entendu, et sans aucun doute, on passera sur le marché immobilier, donc les prix de location dans le quartier, dans la région, etc. Regardez les prix de vente, regardez les baux qui ont été conclus, vraiment toutes les informations propres au marché immobilier. Et on finira par les facteurs socio-démographiques tels que la structure des ménages dans la région, leur type de revenu, leur niveau de revenu et leur style de vie. En fait, on va regarder tout ça. Là, pour vous donner un exemple sur les facteurs socio-démographiques, si on imagine qu'on a un immeuble avec 5 appartements de 200 mètres carrés, eh bien, on va quand même aller regarder ces facteurs parce que s'il n'y a que des célibataires qui cherchent une pièce dans la région et dans la commune, ça risque d'être compliqué et ça va surtout influencer énormément la vacance. Donc, toutes ces données du marché nous permettent en fait de déterminer si l'immeuble se trouve dans une région avec du potentiel ou si ça vaut tout simplement pas la peine de s'y exposer. Et 2, de mieux comprendre le quartier, mieux comprendre l'environnement dans lequel l'immeuble se trouve pour déterminer en fait l'attractivité des unités locatives de l'immeuble. Une fois ça terminé, on va regarder l'historique de chaque appartement dans l'immeuble, puisque ces données sont précieuses et que ce sont des données qu'on a sous la main. On va comprendre et appréhender la fréquence des rotations par unité. À chaque fois qu'un locataire en fait sort et rentre, c'est ça la rotation. Et on va regarder également combien de temps il aura fallu pour que cet appartement soit reloué. Et on regardera l'historique de chaque appartement pour mieux comprendre l'attractivité passée des appartements de l'immeuble. On va aussi passer par les comparables, ce qu'on appelle les comparables. Donc en fait, c'est une sorte d'analyse de la concurrence. On va passer sur tous les sites immobiliers qui existent, ou en tout cas un maximum. Par exemple, Comparis, ImmoStreet, ImmoScout, etc. Et puis, on va en ressortir en fait un tableau comparatif dans lequel on aura chacune des unités proposées à la location sur Internet. On aura pour chacune de ces unités les surfaces, la situation, la typologie, le niveau d'agencement, la vétusté, etc. pour permettre la comparaison. Et de ça, on va en ressortir en fait des exemples et on saura qu'un appartement de taille similaire mais avec par exemple une taille de 9 mètres carrés en plus va se louer dans la région 200 francs de plus par mois. En fait, tout ça, c'est un peu comme une méthode hédoniste pour nous permettre de déterminer si les loyers dans l'immeuble sont élevés ou pas par rapport aux comparables et donc à nouveau de mesurer l'attractivité des unités. De ces 3 analyses, on va en sortir un résultat. Bien entendu, on va croiser donc l'historique de l'immeuble, les données du marché et les comparables que je viens de vous expliquer. Et on va en ressortir en fait un taux de rotation propre à chaque appartement, un taux de rotation minimum et maximum, et une durée de vacances, en fait, le temps que l'appartement soit libre, minimum et maximum pour chaque unité. En d'autres mots, ça va nous donner en fait la vacance totale de l'immeuble, minimum et maximum. Et ensuite, on va même plus loin, puisqu'on a une sorte d'algorithme qui va tourner, qu'on va faire tourner des milliers et des milliers de fois,
qui va faire des scénarios de test entre ces minimums et maximums pour en ressortir tout simplement le taux de vacances et sa probabilité. Ce qui nous donnera cette fameuse prévision perte sur loyer qui sera exprimée en pourcentage de l'état locatif. Une fois l'immeuble acquis, bien entendu, on ne va pas rester les bras croisés. Il y a énormément de démarches qui sont faites pour optimiser la rapidité à laquelle les appartements seront reloués et donc d'optimiser et de réduire ce taux de vacances. Je vais l'aborder sous deux axes. Le premier, l'axe économique. Donc, on va se demander si, en fait, les prix des appartements. Donc, imaginons il y a un appartement qui va être reloué qui est à 1 200 francs. Et on va faire cette fameuse analyse de la concurrence. On va regarder ses comparables. Et puis, si on voit que tous les appartements sont à 1000 francs par mois, eh bien, on va se poser la question de voir est-ce qu'on revoit le loyer, même si ce n'est pas la chose qu'on va privilégier, puisqu'on préfère faire d'autres aspects pour permettre la relocation plus rapide. Typique, on va peut-être regarder pour offrir le déménagement, parce que si on offre une enveloppe, ça peut parfois déclencher une relocation et ça coûtera moins cher que d'avoir plusieurs mois de perte sur le loyer. Dans le cadre du crowdfunding, j'ajouterais tout de même, et j'attire votre attention là-dessus, c'est que non seulement il y a le professionnalisme de la régie qui s'occupe de la gérance, mais en plus, il y a l'appui et la coordination de Folkestone qui est derrière, qui travaille en partenariat et qui assure en fait que certaines de ces mesures, enfin que les mesures soient prises et surtout avec un suivi strict. Le deuxième axe, qui est un axe plutôt technique, alors bien entendu qui est quand même lié à l'économique, on s'entend. Lorsqu'un appartement se libère, on va évaluer le niveau de vétusté et les travaux nécessaires. Et parfois, il suffit de quelques petites rénovations pour déclencher une relocation et améliorer nettement l'attractivité de l'appartement. Par exemple, si l'appartement a une cuisine qui est plus au standard actuel, eh bien, on sait que les locataires se focalisent énormément là-dessus en ce moment, à notre période et puis à notre époque. Et c'est clair que parfois, juste de changer le plan de travail ou la crédence de la cuisine, eh bien, à nouveau, ça peut permettre de raccourcir cette relocation. Voilà pour la vacance locative de mon point de vue au niveau de la définition de notre approche et du contexte. Donc, j'arrive à la fin de cette première partie. Je vous remercie pour votre attention. Avant de passer la parole à Alessandro, je vous propose juste de faire une petite pause de quelques secondes durant laquelle je vous mets la vidéo de l'opportunité en cours qui est sur la plateforme, qui est un immeuble situé à Braux, dans le canton de Fribourg. Alors, pour information, le taux de vacances de Braux, de la commune, est de 0,9%. Et suite à cette analyse approfondie qu'on a faite, tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien, on a décidé de mettre une provision de perte sur loyer de 4%. On peut voir un peu ça comme un coussin de sécurité. Bonsoir à tous. Un grand merci Nicolas pour cette analyse approfondie de la vacance locative, de nous avoir expliqué finalement pour quelles raisons elle peut s'installer dans un immeuble de rendement et finalement les solutions que nous avons à notre portée pour mieux la gérer et ainsi la limiter. Pour ma part, ce soir, je vais vous parler du crowdfunding et de son fonctionnement. Nous allons parler des alternatives que nous avons à disposition pour investir dans l'immobilier aujourd'hui.
Et finalement, nous allons parler d'un portefeuille type et comment nous pouvons utiliser le modèle de crowdfunding pour constituer ce portefeuille et profiter de diluer son risque de vacances locatives et finalement de diversifier ses investissements. Alors tout d'abord, le fonctionnement du crowdfunding est finalement assez simple. Nous rassemblons plusieurs personnes dans le but d'acheter ensemble des immeubles de rendement. Ces immeubles sont déjà construits et également déjà loués. D'un point de vue concret, nous divisons l'immeuble en plusieurs parts de copropriété. Ces parts de copropriété vont représenter un pourcentage de tout l'immeuble. Un petit peu à la différence de quand nous achetons un appartement en PPE, ici nous achetons une part de copropriété qui va donc représenter un pourcentage de l'immeuble en entier. Ces parts sont donc inscrites au registre foncier d'une manière nominative et elles permettent à chacun des investisseurs de percevoir un rendement régulier directement sur son compte en banque d'une manière trimestrielle. Il ou elle peut bien sûr décider de revendre ses parts au prix qu'il le souhaite, à tout moment, sans aucun frais ni pénalité. Nous avons donc 3 alternatives aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Donc la première, comme je viens de vous décrire, qui est le crowdfunding, donc l'achat de parts de copropriété dans des immeubles locatifs, l'achat d'un appartement en PPE, quitte à le remettre en location, et finalement les fonds de placement, donc un achat de parts dans un fonds immobilier. Pour ramener tout ça un petit peu et contextualiser cela dans la thématique de notre webinaire de ce soir, donc la vacance locative, étant donné que nous achetons une part de copropriété dans un immeuble qui représente 100% de l'immeuble, ici, le revenu ou le rendement est constitué de plusieurs unités locatives. Au contraire, l'achat d'un appartement en PPE, notre source de revenus va dépendre de cette seule unité locative. Dans le cas où, pour une ou plusieurs des raisons, la vacance locative vient s'installer dans cet appartement, notre source de revenus serait donc subitement stoppée. Dans le même cas de figure, comme vous le voyez bien, dans le cas où un appartement se retrouverait vacant et donc sans locataire dans le cadre du crowdfunding, nous continuons à percevoir un loyer et un rendement directement des autres unités locatives. Pour vous illustrer cette image un peu plus avec des chiffres concrets, nous avons de Wüsten Partner un montant indicatif. Pour l'acquisition d'un 50 mètres carrés en moyenne, il faut compter 125 000 francs de fonds propres. À titre comparatif, dans le crowdfunding, nous pouvons pour le même montant acheter, donc faire l'acquisition de 5 parts de copropriété, les répartir à travers 5 immeubles et donc diluer son risque à travers tous ces appartements. Le calcul est finalement assez simple. Vous voyez bien qu'avec le crowdfunding immobilier, l'exposition au risque locatif, nous pouvons diluer ce risque par 50 fois. La troisième manière d'investir dans l'immobilier va être à travers les fonds de placement, donc les fonds immobiliers. Ils présentent plusieurs avantages et bien sûr quelques contraintes. L'avantage principal va être son accès facilité. Il est vrai qu'on peut aujourd'hui investir dans des fonds avec des montants bien inférieurs. La liquidité quasi journalière pour la plupart d'entre eux nous permet d'acheter et revendre nos parts très rapidement. Effectivement, en achetant une part aujourd'hui dans un fonds immobilier, vous participez à un vaste portefeuille d'actifs, souvent consistant de plusieurs immeubles, de plusieurs typologies, localisés dans énormément de régions, voire même de plusieurs pays. Les contraintes vont venir du fait, étant donné que ce sont des fonds cotés en bourse, ils ont une certaine corrélation au marché financier. La contrainte principale dans le cadre effectivement de la comparaison avec le crowdfunding va venir du choix d'allocation. Aujourd'hui, quand vous investissez dans un fonds immobilier, vous ne choisissez pas finalement où est-ce que vous voulez investir. Si aujourd'hui je souhaite me constituer un portefeuille d'investissement uniquement dans les régions de Fribourg et de Genève, avec le crowdfunding par exemple, nous pouvons choisir de directement investir dans un immeuble, placer son argent et décider à quel moment, oui ou non, je souhaite investir. Dans le fonds immobilier, nous sommes finalement un petit peu tributaires où nous faisons confiance aux gérants de fonds et à l'institution afin d'appliquer sa stratégie d'investissement et investir où lui semble correct. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement du crowdfunding immobilier, comment nous pouvons utiliser ce modèle d'affaires
pour finalement diluer notre risque d'exposition à la vacance locative et les différentes alternatives que nous avons apportées pour investir, je souhaiterais vous présenter un portefeuille type que nous retrouvons donc dans le tableau de bord de chaque investisseur avec Foxstone. Nous voyons ici donc que l'investisseur a placé un montant de 125 000 francs. À travers ce tableau de bord, il peut donc retrouver tous ses investissements, avoir un suivi de l'évolution de chacun de ses placements. Ici, notamment, nous voyons que cet investisseur a choisi de placer donc 2 parts dans un immeuble à Concise dans le canton de Vaud, une part à Fribourg, une part à Bernay et une part à Avenches, également dans le canton de Vaud. Il a donc dilué son risque d'exposition à la vacance locative à travers ces 4 immeubles et donc plus de 30 appartements. Et il a également pu bénéficier d'une diversification quant à la localisation géographique de chacun. Il n'est pas exposé à une région uniquement, mais à 3 cantons de Suisse. Il peut en tout temps donc suivre son gain total réalisé en haut au milieu et à droite les prochaines dates de distribution. Notre équipe d'asset management s'occupe d'envoyer tous les trimestres un rapport détaillé pour chacune de ces positions. Alors pour ma part, j'en suis arrivé à la fin. Je vous remercie encore une fois pour votre attention sur ce webinaire de ce soir concernant la vacance locative. Nous allons poursuivre avec une session de questions-réponses que Nicolas et moi allons animer en direct. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Alessandro. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y a un petit onglet en bas ou à droite dans lequel vous pouvez poser les questions. Je vais démarrer tout de suite avec la question de Edouard. Pourquoi ne pas prendre d'assurance logement impayé? C'est une super question. Effectivement, on s'était posé la question de passer par une assurance. On a eu un long moment d'échange avec les assurances pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui était assurable en Suisse. On a remarqué d'ailleurs que c'était quelque chose de possible en France, sauf erreur. Mais en Suisse, malheureusement, les assurances ne couvrent pas toute la vacance locative. Donc après, si vous avez un contact ou une idée là-dedans et que vous avez quelque chose de concret, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous serait très reconnaissant, puisqu'on est toujours ouvert à des bonnes idées et puis à mettre en place des sécurités supplémentaires. Deuxième question ici qui nous demande à expliquer comment se passe la revente des parts sur le marché secondaire. Eh bien, très simplement, un investisseur ou un copropriétaire prend contact avec Foxstone. Nous décidons ensemble d'un prix de vente et Foxstone s'occupe de trouver un acquéreur, d'où part les listes d'attente sur chaque immeuble, au sein de la copropriété même ou parmi les 9 millions d'utilisateurs. Prochaine question qui nous vient de Daniel. Qu'est-ce qui se passerait si les taux hypothécaires devraient augmenter de nouveau? Alors, il y a eu pas mal de questions là autour sur la problématique des taux hypothécaires. Alors, bien entendu, on n'a pas une boule de cristal, mais quand on regarde les experts, aucune remontée à court terme, en tout cas sur les prochaines années, n'est prévue. Si on pousse un petit peu la réflexion de notre côté, il faut savoir que le taux hypothécaire est influencé en partie par le taux d'intérêt de la Banque nationale suisse. Et on voit mal, en fait, la Banque nationale suisse augmenter déjà ses taux drastiquement, puisque d'une part, ça bouleverserait l'économie et la stabilité du franc suisse, ce que la BNS souhaite à tout prix éviter. Et en plus de ça, eh bien, évidemment, le franc suisse prendrait certainement l'ascenseur, en l'occurrence, et ça poserait des grosses problématiques. Donc, à cause de cette contrainte-là, on voit mal la Banque nationale suisse augmenter ses taux du jour au lendemain. Ce qu'on fait avec le modèle Foxstone pour pour réduire ce risque, c'est qu'on bloque les taux sur le long terme. On bloque les taux normalement sur 7 ans. Et puis, arrivé au bout de ces 7 ans, eh bien, on peut rebloquer les taux pour se prévaloir d'une augmentation, d'une fluctuation à l'avenir.
Alors, je vais continuer avec la prochaine question. Alors, la prochaine, c'est ça. La prochaine question nous vient de Guy. Quelle est votre prévision sur l'évolution de la vacance locative en Suisse? Alors, bonne question. Comme je l'ai montré tout à l'heure, le taux de vacances en Suisse est de 1,8%. En regard de l'international, on est extrêmement bas, on a cette chance-là. Il y a beaucoup de constructions liées au taux d'intérêt bas, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'unités qui viennent sur le marché, mais ça va pas, je pense pas, en tout cas à titre privé, que ça va rendre la folie et puis qu'on va avoir des appartements vacants à tous les coins de rue. Ça va surtout permettre de détendre un petit peu la situation, notamment dans les grandes villes. Après, je spécifierai aussi un point, c'est qu'il faut regarder aussi ces nouvelles unités si c'est de la PPE ou du locatif, puisque comme j'expliquais, il y a plusieurs taux de vacances différents. Donc la vacance locative des appartements en PPE n'est pas forcément la même que les appartements mis à la location. Voilà. Une autre question ici qui nous demande donc que se passe-t-il si la vacance locative effective est supérieure aux prévisions? Alors, il y a plusieurs scénarios. C'est vrai que donc, pour nous donner un exemple concret, pour notre immeuble de Bro, par exemple, nous avons également négocié avec le vendeur un compte de garantie sur vacances locatives, c'est-à-dire que nous avons pu bloquer un montant de 50 000 francs chez un notaire pour parer à toute vacance locative. Mais en termes réels, si la vacance effective peut être supérieure aux prévisions, eh bien, le rendement serait directement affecté. Alors, la prochaine question. Alors, tac. Où va l'argent lorsque vous avez provisionné si la vacance est plus basse que prévu? Alors, il faut faire bien attention. Comme je l'ai expliqué, il y a la provision ou la prévision. On ne fait pas de provision. Alors, je vais déjà expliquer ce que c'est. La prévision, ça veut dire qu'on va estimer une vacance et donc on va la déduire du revenu distribué. Mais ça veut dire que dans la réalité, s'il n'y a pas de vacances, si tous les appartements sont loués, en fait, eh bien, le rendement distribué sera plus élevé puisque c'était une simple prévision. Il n'y a aucun prélèvement qui est fait. Et ça, c'est important. Tandis qu'une provision, là, il y a un prélèvement et en l'occurrence, eh bien, si la vacance est plus basse que prévu, si on avait provisionné, ce serait toute une autre question. Traite de comment se déroule une vente éventuelle de l'immeuble par Foxstone. Alors écoutez, très simplement, étant donné que vous êtes copropriétaire, cela va passer par une assemblée générale où la majorité confirmée va voter pour la revente et nous nous occupons de faire la revente, très simplement. Merci Alessandro. Il y a énormément de questions, ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir à voir que vous êtes toujours aussi nombreux connectés. Donc la prochaine question qui nous vient de Edouard. Quelle est votre opinion sur l'avenir des localisations secondaires avec le télétravail? Alors, c'est vrai que quand on lit les rapports des experts, tous sans exception, en ce moment, disent qu'on a atteint un nouveau paradigme qui fait qu'en fait, la conception du travail va être différente. Les sociétés, on a vu des assurances des banques qui sont normalement assez peu flexibles, tout d'un coup, du jour au lendemain, avoir tout leur effectif en télétravail à cause de ce coronavirus. Et puis, en fait, le télétravail est devenu un petit peu, on voit qu'en fait, ça fonctionne bien, en tout cas pour pas mal de sociétés. Donc, à l'avenir, on peut projeter sur le fait que le télétravail va être une tendance de plus en plus souhaitée et puis pratiquée par les employés. Donc, dès le moment où on n'a pas d'obligation, ou moins d'obligation d'être tous les jours à un endroit défini, au centre-ville, eh bien peut-être que les gens vont privilégier d'aller un peu plus loin, d'aller dans les résidences, dans les localisations secondaires
où en fait les loyers sont tout bonnement plus bas, donc qui peuvent permettre de rajouter un peu de budget à la fin de l'année aux locataires. Et puis, en allant dans ces régions secondaires, ils ont la possibilité de faire du télétravail et de venir à certains moments. Ce qui fait que il devrait y avoir, en tout cas, si la tendance du télétravail continue, une sorte de mouvance des locataires de privilégier justement ces localisations secondaires, ce qui donne une opportunité pour l'investissement, évidemment. Alors, on continue. On continue, mais on ne va pas trop tarder, c'est déjà 19h, passé 19h. Donc, hop, prochaine question. Peut-on revendre ses parts avec une plus-value? C'est une deuxième question d'Edouard. Alors, effectivement, vous pouvez revendre. Alors, ce n'est pas forcément en lien avec la vacance locative, mais vous pouvez revendre vos parts à tout moment. Vous pouvez revendre, c'est vous qui décidez du prix à laquelle vous revendez ces parts. Bien entendu, il faut garder en tête qu'il y a quand même un petit délai, puisque ça passe par un accord de la banque qui va simplement approuver le nouvel acquéreur. Et puis, ça passe également par une vente qui est notariée, qui passe au registre foncier. Alors, ça ne se fait pas en un clic, on s'entend. Ça prend quand même quelques jours, voire quelques semaines. Mais c'est possible de revendre ses parts à tout moment avec la plus-value que vous déciderez, pour autant qu'il y ait un repreneur. C'est comme si vous mettiez un appartement à vendre, eh bien, il faut trouver un acheteur en face. Nous, on est là pour vous conseiller et surtout pour vous guider dans cette revente. On peut vous faire une estimation, si vous le souhaitez, pour vous aider dans cette démarche. C'est la plus-value du service de Foxtone. On est vraiment là pour vous aider dans toutes ces démarches. Voilà. Je pense qu'en vue de l'heure et du nombre de questions, on va peut-être vous libérer sur cette soirée. J'aimerais juste terminer en vous informant que nous allons vous mettre à disposition donc la présentation de notre modèle d'affaires, donc du crowdfunding, directement ici sur le webinaire. Vous pouvez le télécharger directement en suivant le lien. Et vous avez également la brochure de notre immeuble encore disponible à Bro pour votre information. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux et puis prenez surtout soin de vous et de vos proches avec cette situation particulière. Et à tout bientôt pour le prochain webinaire qui a pas mal de succès, on s'en réjouit. Merci beaucoup, très bonne soirée.